Bonjour, Azuf Lawen, salam alaikum. Hier, sur la chaîne El Magharibia, nous avons débattu de l'actualité algérienne et particulièrement des derniers événements, à savoir la politisation du sport. On a parlé de l'humiliation subie par le président de la Fédération algérienne de football qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, et aussi de l'affaire du nageur Sayoud et s'est démêlé avec la Fédération algérienne de natation. Donc, un débat bien riche, animé par le talentueux Nasser El Djoudi de Magharibia, que je vous invite à suivre sans plus tarder. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. À la lecture de l'article de l'APS faisant état de la situation de notre pays de l'indépendance à l'Algérie nouvelle, après les années sanglantes de la guerre d'indépendance qui ont mis un terme à la brutale et violente colonisation française, l'Algérie goûte aux bienfaits de l'indépendance. Un vent de fierté, d'espoir et d'optimisme souffle sur le pays qui s'est mis à la construction de son État. C'est le temps des grandes espérances avec son lot de grandes réalisations. Le secteur de l'habitat qui est passé depuis 1962 à nos jours par plusieurs vagues est une des grandes fiertés de l'Algérie indépendante. Aucun pays au monde ne peut rivaliser avec l'Algérie dans sa politique du logement. Aucun État ne peut livrer, comme le fait l'Algérie, des centaines de milliers de logements par an. C'est inédit et c'est loin d'être fini. L'année 2024 verra la distribution de près d'1 million de logements. Rien que ça. S'il fait bon de vivre en Algérie, c'est grâce au caractère social de l'État algérien tel que stipulé dans la déclaration du 1er novembre 1954. Désormais, dans cette nouvelle Algérie, le citoyen est au centre des priorités et la protection de son pouvoir d'achat, une bataille constante. Peut-on lire dans l'APS. Une chose est sûre, par ce constat relayé par l'APS, on n'est pas très loin, tant que nation, à rivaliser avec les plus grands de ce monde, Al-Quwa Al-Dhariba. Mais si on voit les choses avec réalité, loin de tout populisme ou campagne électorale qui ne dit pas son nom, l'Algérie, ou plutôt l'Algérie nouvelle, est très loin des sacrifices de nos valeureux chouhada. Le peuple algérien a été soumis à des tensions permanentes. Ce qui a manqué à notre pays, c'est une vision et un cap. Le bilan est catastrophique. L'Algérie se trouve 61 ans après dans une crise protéiforme, une crise de la nation, une crise morale, une crise des institutions qui manque cruellement de légitimité et surtout une crise de gouvernance faisant de notre pays un pays fragile et donc instable à terme. La fragilité étant constitutive de plusieurs facteurs, bien sûr, la mauvaise et inefficace gouvernance, la faiblesse de la cohésion sociale, d'institutions et de dirigeants corrompus, d'un manque flagrant de respect des droits de l'homme, de l'absence bien comprise de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. C'est dans cet environnement contraignant, antidémocratique, antisocial que notre pays évolue. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce régime, en prétendant que notre pays est une Roua Mariba et que nous sommes devenus, comme par magie, le meilleur pays dans tout. Il est tout à fait clair que les aspirations du peuple algérien n'ont jamais été pleinement prises en compte par les dirigeants du pays. La construction d'un État-nation fort et inclusif nécessite des représentants légitimes du peuple, des institutions transparentes et responsables, ainsi qu'une participation significative des citoyens dans la sphère politique. La diversité culturelle, ethnique et linguistique de l'Algérie peut également vue comme un atout incontestable dans la construction d'une identité nationale. Par conséquent, le peuple ne pourra s'émanciper et retrouver sa liberté d'action pour achever la construction de l'État-nation que si
La branche militaire du pouvoir exécutif obéit à une autorité civile légitime issue d'urnes libres, faute de quoi les Algériens continueront à pâtir sous le règne de ceux qui occupent le palais présidentiel et décident de la politique en fonction de leurs intérêts propres. Pouvoir algérien entre fiction et réalité, le mal algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hicham Aboud, qui est journaliste, militant politique. C'est Hicham, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Magharibia et merci pour cette invitation. Merci beaucoup, c'est Hicham. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Mustafa Mahzouzi, qui est journaliste. Il sera avec nous par Skype aussi dans cette émission. Hicham Aboud, on va commencer avec vous, bien sûr, sur cet article qui a été relayé donc par la PS. On peut lire de l'indépendance à l'Algérie nouvelle. On parle de réalisation, mais aussi d'une campagne électorale qui n'est pas annoncé, d'après donc des observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, si Hicham? Surtout qu'on a fêté il y a quelques jours donc le 61e anniversaire de l'indépendance. Beaucoup parlent d'un échec donc depuis 62, on n'a pas pu construire cet État tant espéré par les Chouhada, Rabbi yarhamhum. Votre constat de la situation, Hicham Aboud? D'abord, je tiens à cette expression. Vous venez de qualifier l'écrit de l'APS. Vous avez dit qu'il a été relayé. Un écrit qui a été relayé par l'APS. Effectivement, l'APS n'est pas l'auteur de cet article, mais l'APS n'est qu'un relais d'un article commis dans les officines qu'on connaît tous. Une agence de presse, sa mission n'est pas de faire de la propagande. Sa mission, c'est de donner de l'information pure et simple. Et parce qu'elle compte des clients dans différents médias, de différentes tendances, donc elle n'a pas une agence de presse. Hein, je parle d'une agence de presse selon la conception scientifique. Elle n'a pas à exprimer une opinion ou une position politique. Ce qui n'est pas le cas de l'agence algérienne de presse, l'APS, qui fait carrément dans la propagande et, comme tu viens de le dire, mon cher ami, là on annonce une campagne électorale qui ne dit pas son nom. Qui derrière cette campagne, qui derrière cet article qui est complètement éloigné de la réalité algérienne et qui contient un tissu de mensonges. Et je me permets de juste prendre une phrase et la démentir par les chiffres. Lorsqu'on lit dans cet article que le Tebboune, on dit le président Tebboune, brillamment élu après un scrutin libre, s'est très vite attelé à lancer les bases de quelque chose de nouveau. Brillamment élu. Alors, on va voir les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, pas par moi ou par quelqu'un d'autre. Les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'élection présidentielle algérienne de 2019, on avait enregistré 24 464 161 inscrits, c'est-à-dire 24 millions et demi, votant 9 755 340 inscrits. C'est-à-dire que là, on prend les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Ils disent qu'il y a 9 millions de votants sur 24 millions et demi. Et
ce qui donne un taux de 39%. Et sur les 24 millions, sur les 29 millions de votants, il y a 1244 bulletins nuls ou blancs. Donc on a pratiquement 8 millions de votants. Abdelmajid Tebboune a obtenu, selon les chiffres officiels, a obtenu 4 millions de voix, 4 947 000 de voix, sur les 24 millions de votants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a même pas la moitié des inscrits qui ont voté. Donc, c'est connu et tout le monde en a parlé, le scrutin du 12 décembre 2019 a été largement boycotté. Et mieux encore, on a 0 votant dans toute la wilaya de Tizi Ouzou et 0 votant dans toute la wilaya de Béjaïa et 8% de votants pour la communauté internationale. On ose dire qu'il a été brillamment élu et on parle de scrutin libre alors qu'on sait où se trouve aujourd'hui l'ancien directeur de la sécurité intérieure, le général-major Bouazza, devenu Djundi, condamné à 16 ans de prison, pour avoir falsifié les élections. Parce que les élections, telles qu'elles étaient préparées par les services de sécurité sous la conduite du général Bouazza, qui est aujourd'hui en prison, ont donné comme vainqueur Azdine Mehoubi. Et on doit rappeler qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas pu mener campagne. Il n'avait aucun parti politique comme soutien, bien qu'il était membre du comité central du FLN. Il n'avait aucun parti politique qui le soutenait. Il n'avait aucune organisation et aucune association civile. On ne sait pas de ce qu'il a ramené les parrainages et il n'a même pas fait de campagne, puisque le directeur de campagne qu'ils avaient ramené de New York, qui était ambassadeur à New York, ils l'ont ramené, il a démissionné dès le premier jour de l'ouverture de la campagne. Et sa campagne a été entachée par l'histoire de son fils qui était en prison pour corruption. Tebboune a en tout et pour tout animé 4 ou 5 meetings à Djelfa, Tamnarast, Betna, et je ne sais pas quelle est l'autre ville. On ne peut pas dire qu'on a été brillamment élu. Donc ça, c'est juste pour sortir avec ça, ça suffit pour dire que c'est un papier qui est un tissu de mensonges d'aucune crédibilité. On va écouter Hicham Aboud, le reportage de l'ENTV. Et j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui ont été dites dans ce papier, donc dans cet article qui a été relayé. Je pense que vous aimez le mot relayé. On parle donc, on parle des revendications du Hirak sont toutes circonscrites dans les 54 engagements électoraux du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter ce reportage de l'ENTV par rapport aux réalisations de Abdelmajid Tebboune. وبعد 61 عاما على استقلالها ها هي الدولة الجزائرية تواصل مسيرة البناء لشعبها ليقود السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون منذ انتخابه العام 2019 قطار الوطن سريعا نحو جمهورية يأملها الجزائريون منذ عقود من خلال 54 التزاما صدقتها الإنجازات المحققة في كل الميادين لا سيما تلك المتعلقة مباشرة بعيش المواطن. فالجزائر تحصي الآن أزيد من 12 مليون تلميذا متمدرسا وأكثر من 1.5 مليون طالب يدرسون في أزيد من 100 جامعة. كما تحصي جزائر 2023 العشرات من المراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن منشآت رياضية وتنموية أبهرت بهندستها كل من زارها. أما قطاع السكن فقد عرف عدة محطات تعد مفخرة الجزائر المستقلة، ذلك أنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يجاري الجزائر في سياساتها السكنية.
كما يعرف الاقتصاد الوطني دفعا قويا بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يحرر المبادرات ويشجع على خلق الثروة، والهدف تنويع الاقتصاد بإيلاء أهمية خاصة للفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي، هذا الأخير الذي كان يجب أن يرافقه أمن مائي بإطلاق برامج شاملة لمحطات تحلية مياه البحر. فضلا عن كل هذه الإنجازات، فقد تم إطلاق مشروع السكك الحديدية الضخم الرابط بين شمال وأقصى جنوب البلاد للمساهمة في بروز أقطاب اقتصادية جديدة ستضمن للجزائر استدامة النمو. Donc, on a vu ce reportage. Hicham Aboud, beaucoup vous diront aussi que ces projets étaient lancés du temps de Bouteflika. Ce n'est même pas du temps de Tebboune. La question qui se pose, pourquoi Al-Majid Tebboune n'a pas inauguré le stade de Tizi Ouzou, par exemple, qui est complet, donc qui a été fini. Pourquoi il n'a pas inauguré la mosquée d'Alger, qui n'a pas été inaugurée jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il y a un complexe par rapport donc à ces projets qui ont été lancés par le feu Bouteflika? Hicham Aboud. Oui, alors, encore un reportage où on est en plein délire dans le mensonge. Vous savez, on ne dirige pas un pays par le mensonge. Avant de répondre à tes questions, mon cher ami Nassar, là, il parle d'universités, d'hôpitaux, on nous montre des stades. Tout ça a été construit avec une petite partie des 1000 milliards engrangés durant l'ère Bouteflika. Donc, Tebboune n'a rien à voir avec ces réalisations. Il n'a pas posé la première pierre d'un seul projet valable. Il n'a pas posé le premier projet qu'il a posé, c'est tout récemment la cité médiatique. Ouais, non, mais c'est vraiment. Alors, tu me parles du complexe de Bouteflika. Pourquoi il n'a pas inauguré le stade Tizi Ouzou? Le stade Tizi Ouzou ne l'inaugurera jamais. Il ne mettra jamais les pieds à Tizi Ouzou, ni à Bjaya, ni à Blouira, ni dans aucune ville ou village de la Kabylie. Il ne mettra jamais les pieds. D'abord, même si on lui prépare tout, et il y va, ça sera une honte pour lui, parce que personne n'a voté en Kabylie pendant l'élection présidentielle. Ça, déjà, la première des choses. Donc, déjà, il n'ira jamais en Kabylie, il n'inaugurera jamais le stade de Tizi Ouzou. D'abord, le stade de Tizi Ouzou a été inauguré par un match des jeunes espoirs de la JSK. Donc, ça y est, c'est fait. Pour ce qui est de la mosquée d'Alger, elle ne sera jamais inaugurée par Tebboune pour la simple raison que cette mosquée est gigantesque et des nains comme ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Algérie sont incapables de la gérer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle est prête, cette mosquée. Bouteflika devait l'inaugurer au mois d'avril 2019. Pourquoi ils ne l'inaugurent pas? Parce qu'ils ne peuvent pas la gérer. À ce jour, ils n'ont pas mis un seul livre dans une bibliothèque qui peut prendre 1 million de livres. Une bibliothèque qui peut accueillir 1000 lecteurs en un seul coup. Ils n'ont pas mis un seul objet dans un musée de 14 étages. C'est pas facile de gérer un musée de 14 étages. Ils n'ont rien préparé, ils n'ont rien fait. Un institut également qui a besoin de cadres, qui a besoin d'administration. Donc, la mosquée d'Alger, ce n'est pas uniquement une salle de prière. La mosquée d'Alger, c'est un grand projet qui ne peut pas être géré par des nains, et c'est pour cette raison qu'il est en état d'abandon. 1,5 milliard de dollars sont en état d'abandon par la faute d'un gouvernement, d'un pouvoir d'incompétents.
Donc, pour ces deux réalisations. La même chose, Tebboune, maintenant, il a un complexe de Bouteflika parce qu'il est le seul ministre, je dis bien le seul ministre, à avoir rampé à quatre pattes devant Bouteflika. Les images sont là, je les passe régulièrement sur ma chaîne YouTube. On le voit ramper à quatre pattes devant Bouteflika. C'est le seul ministre dans l'histoire de l'humanité à ramper devant un président ou un roi. Et c'est pour ça qu'il a un complexe de Bouteflika. Et c'est Bouteflika qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a un complexe. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas inauguré l'aéroport d'Alger. Vous savez que l'aéroport d'Alger n'a pas encore été inauguré, alors qu'il est utilisé. Mais on ne va pas l'inaugurer parce qu'on a un complexe de Bouteflika. Donc, toutes ces raisons citées dans le reportage de l'UNTV n'ont rien à voir avec Tebboune. Et qu'on arrête de mentir. Mais pourquoi donc, vous êtes en train de dire, Hicham Aboud, vous parlez donc de mensonges, de mentir, pourquoi ce déni de la réalité? On va revenir sur les échecs. Je pense que vous êtes aussi, vous suivez beaucoup le sport, ce qui se passe en Algérie. On a vu cette défaite cuissante, si on peut dire, de Djahid Zefzef, donc pour avoir une place au comité exécutif de la CAF, on va revenir, mais aussi l'affaire de Sayoud, ce nageur algérien, on a entendu le cri de colère de son père, on va revenir sur cette affaire. Restez avec nous, Hicham Aboud, on a été rejoint par Maître Issa Rahmoun, qui est avec nous, qui est avocat, défenseur des droits de l'homme et aussi vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Maître Issa Rahmoun, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sénassar, bonsoir et je salue toute l'équipe de Magharibia, la régie et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Hicham Aboud est avec nous dans cette émission. Maître Issa Rahmoun. Je salue aussi Hicham Aboud, salam alaikum. Maître Issa Rahmoun, si on revient un peu par ce qui a été relayé, donc cet article de l'APS qui parle de l'indépendance à l'Algérie, qui, si on peut dire, dresse une situation très positive de notre pays, ce que donc a réalisé surtout la période de Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de parler d'une situation de fiction qui ne, bien sûr, correspond pas à la réalité, et pourquoi on est en train de dresser un bilan positif alors que la réalité est tout autre, Maître Issa Rahmoun? Je dirais que le papier ou le billet de l'APS est un billet annonciateur de la volonté du régime algérien de reconduire le chef de l'État actuel pour un deuxième mandat. Ça a été toujours le cas durant toutes les années, tous les mandats précédents, où il y avait, souvenez-vous, une semblant de société civile, une classe politique inféodée aux règles de gestion des affaires publiques du régime algérien, l'UGTA, les syndicats de masse, les organisations de masse, annonçaient tambour battant une année et demie avant une consultation populaire qui n'a jamais été en Algérie. Et je trouve que c'est un papier annonciateur de la volonté du régime de reconduire le locataire de Mouradia pour un deuxième mandat. Ça, d'une part. D'une autre part, dire que l'Algérie a traversé des stations importantes vers le progrès, le développement et l'épanouissement de l'humain et de la société algérienne, ce qu'ils appellent dans leur discours l'Algérie nouvelle. C'est vrai, c'est une Algérie nouvelle, mais c'est une Algérie qui obéit à des anciennes règles de mensonge, de manipulation médiatique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez cité deux cas, l'échec du président de la Fédération nationale algérienne de football lors de sa candidature à la CAF. Et le scandale du jeune Algérien, du jeune athlète algérien par rapport à son histoire de passeport, etc. Voilà. Je cite aussi un troisième scandale, c'est la fuite des deux jeunes handballeurs algériens.
en Allemagne, au championnat du monde, je pense que c'était en Allemagne qu'ils l'ont organisé. Donc il y a aucun corps en Algérie, il y a aucun secteur en Algérie qui n'échappe pas au scandale. De l'éducation à la santé, du sport aux hydrocarbures, de la jeunesse à la société civile, des lois organiques. Il n'y a aucun secteur en Algérie qui échappe à la culture du scandale sur fond de manipulation médiatique, bien sûr. Vous savez, pour être candidat à une élection comme la CAF, j'ai assisté à beaucoup de congrès où il y avait beaucoup de participants de par le monde. Le dernier, c'est le congrès de la FIDH. Et bien avant, j'ai assisté à d'autres congrès, d'autres organisations internationales. C'est un travail de lobbying qui se fait en amont et en aval, avant, pendant, durant et après une joute aussi importante. Il ne s'agit pas d'y aller pour participer et dire Rana Kouwa Variba, on va participer à toutes les compétitions, que ce soit au niveau régional, continental ou international. Et puis l'échec, il est là, il est flagrant. L'écart de voix entre un président d'une fédération qui se veut être Rouavareba et entre un autre candidat libyen où son pays vive la guerre civile. Donc vous voyez à peu près il y a 38 voix pour le candidat donc libyen et 15 voix seulement pour Zefzef. C'est énorme comme résultat. Si c'était une voix, 2 voix, jusqu'à 5 voix, on va dire que l'élection était serrée. Et puis, voilà, donc il y avait des lobbying qui ont travaillé. Ils vont inventer par la suite le concept que l'Algérie est toujours ciblée, même dans les événements les plus comment dirais-je, les plus simples. Mais là, l'écart est très important et ça nous renseigne du degré de présence morale, physique, éthique de l'Algérie dans ce genre d'événement. Très bien. Reste avec nous, Maître Issa Rahmoud. On va revenir sur cette question, bien sûr, du nageur Sayoud, mais aussi de l'échec de Zefzef d'être élu donc, dans le comité exécutif de la CAF, alors que l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent. On a vu donc, on a parlé des stades, on a parlé de l'organisation des Jeux méditerranéens, de la CAF aussi, des U23. Donc, pourquoi donc cet échec? On parle d'un candidat libyen, avec tout le respect qu'on a pour le peuple et le pays libyen. On va écouter le commentaire qu'a fait Bachir Draïs, donc réalisateur connu, sur cette affaire de Sayoud, qui a touché tous les Algériens, si on peut dire, mais aussi démontrer la situation de notre pays et l'échec qu'on est en train de constater. On écoute la voix de Chaaban Qassi, notre confrère, le post de Bachir Draïs. Voici le message du réalisateur-producteur de cinéma Bachir Draïs. Ce nageur a de la chance d'avoir un papa instruit, connaisseur des lois et qui a décidé de ne pas se laisser faire. Mais des centaines d'autres cas similaires se produisent quotidiennement. Des jeunes ou pas, dans tous les domaines, sont brisés par les administrations et les différents responsables qui, au lieu de les encourager, se retrouvent à leur mettre des bâtons dans les roues. Ces 6 derniers mois, j'ai effectué 3 séjours en Algérie et je peux vous garantir que je n'ai jamais vu de ma vie autant de médiocres, d'incompétents et de crétins occuper autant de postes importants en Algérie qui se dit Algérie nouvelle. Des ressources humaines catastrophiques. Voici. Donc ça, c'était le poste de Bachir Draïs en réponse par rapport à l'affaire de Sayoud, donc cet athlète, ce nageur, qui était prévu de participer au championnat du monde de natation, qui a commencé aujourd'hui même au Japon, du 14 au 30 juillet. On écoute son papa par rapport à cette affaire et je reviens à mes invités très rapides. عنده هو جنسيه اخرى عنده باسبور واحد ومدار يروح به كونفيرونس يهضر على واش حاب ابري لا كومبيتيسيون اليوم تجي تشوف النيفو تقول لي ميداي دور النيفو سي با ماهوش اكستراوردينار الفيزا هو في حد ذاته كسباح كان دائما يسهل لنا الامور
عنده هو جنسيه اخرى عنده باسبور واحد ومدار يروح به. Il est vraiment مقاتل في قلبي وغاضتني. J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails et j'ai pas trop voulu regarder pour pouvoir rester sportif. J'ai juste entendu un truc qui m'a choqué en tant qu'Algérien. سمعت حاجه اللي قال لي عنده باسبور واحد اخر يقدر يدخل به. جست حاجه برك. Je pense رانا في بلاد très respectable. رانا جزائريين نتشو شهداء على بلادنا. Il faut qu'on se respecte شويه ثاني. J'ai pas refusé d'autres équipes nationales. باه ندخل باسبور واحد اخر. وتحيه الجزائر. والله ما يدخل والله ولو كان نحبسوا الناطاسيون درك. والله ما يدخل للجابون. غير بالباسبور تاع الجزائر. والله ما يدخلها. هذا نتاعها. وتحيه الجزائر. Hicham Aboud, je vais revenir à vous. Vous avez entendu le message de Bachir Drais, mais aussi cette situation de cet athlète démontre malheureusement l'échec de la situation de notre pays à tous les niveaux. On parle d'un athlète qui est venu donc représenter le pays et malheureusement, voilà comment il a été traité. Bon, il faudrait prendre les choses de manière très objective et ne pas céder à la propagande de X ou de Y. Cet athlète s'entraîne en France, a été formé en France, il porte un passeport français. Pourquoi le nier? Mais pourquoi le nier? Et encore, le président de la fédération n'a pas spécifié la nationalité que porte ce jeune Saïd. Il n'est pas le seul à porter le passeport, une deuxième nationalité autre que l'algérienne. Aujourd'hui, ils sont par milliers. Et je crois que ce qu'a dit le président de la fédération n'a rien de dégradant ou de diffamant pour le nageur. Il dit qu'il a un autre passeport, donc le problème de visa ne se pose pas pour lui. Moi, j'ai vu 80% d'équipe nationale de football en Suisse traverser la frontière franco-suisse avec un passeport français. Et personne n'a crié au scandale. Aujourd'hui, que le président de la fédération parle d'un passeport que détient cet athlète, et s'il veut vraiment faciliter les choses, puisqu'il le faisait par le passé, eh ben, il n'a qu'à rentrer avec son passeport français. Où est le problème? Je ne vois pas où est le problème. Maintenant, son père qui jure que son fils ne mettra pas les pieds au Japon sans le passeport algérien, ben je lui dis, si vraiment il tient à son algérianité, il n'a qu'à se désister de la nationalité française. Ni plus ni moins. Quand on est un binational, il faut qu'on l'assume pleinement. Ça, c'est... pour ce qui de ce différend entre l'athlète et la fédération, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. D'abord, quand on est athlète, on doit se soumettre à la fédération. On doit se soumettre à la fédération, qu'elle soit bonne ou pas. On n'a pas à passer par Tboun, passer par le comité olympique. Moi, je suis nageur, je relève du comité olympique. Ça n'existe pas, ça, mon ami. Il faut respecter les règlements internationaux. Un budget pour Tboun n'a pas donné d'accord. Si la fédération n'est pas à la hauteur, si la fédération... Non, personne n'a dit qu'elle n'est pas. Il faudrait le prouver. Il n'a pas à aller carrément s'acoquiner avec un Tboun. Hein, c'est pas sa poche que Tboun donne un budget pour un athlète. Et quand la fédération lui demande de justifier les dépenses, il refuse de justifier. C'est comme si c'était l'argent je sais que c'est l'argent du peuple. Il doit justifier les dépenses. Moi, je parle de manière objective. Je ne connais pas du tout le président de la fédération. Je ne connais pas du tout l'athlète. Je prends les choses de manière objective. Cet athlète... Il faudrait que les gens comprennent. Je ne vois pas que vient faire son père dans une conférence de presse. Il n'est ni manager. Il est son manager, apparemment. Il est son manager. C'est son père qui est le manager. On n'a pas vu de manager d'athlète au niveau de l'équipe nationale. Un manager ne s'ingère pas dans les affaires d'un athlète de l'équipe nationale. Je n'ai jamais vu, j'ai fait nageur, je connais plein d'anciens nageurs, je n'ai jamais vu
un nageur se fait représenter par son manager ou par son entraîneur. Il y a l'entraîneur, il y a le nageur. Ni plus ni moins. Comme ça, je vais revenir à vous. On va écouter ce qu'a déclaré aussi son père par rapport donc à cette question. On l'écoute. L'objectif final, c'était les championnats du monde. Oui, on a prévu, on a travaillé au mois de janvier. On a les documents. Oui, on a pris nos propres précautions. Je vois le championnat du monde, le championnat du Japon, le 11 juillet. C'était prévu le 5 juillet. Puis à les Jeux arabes, on a commencé le 11, il y a des écrits. On a le 11 juillet. À ce jour, on a mis à visa. À ce jour, on a mis à visa. On a mis le lobby. واش داروا له بواسون دافريل بعثوه لو 27 لا فيي تاع رمضان تاع العيد قالوا له اروح عندك رونديفو في لومباساد دو جابون بعد دير الفيزا نتاعك كوم على بالكم بعثوا له غير لو 24 لا فيي تاع العيد الناس الكل تروح نوديها اي سورتو دون لو سونس الجي كونستانتين لي زافيون كامل كومبلي واش درنا اون بري ان تاكسي راح مالوروزمون c'était prévu مشى 4 تاع الصباح c'était prévu يوصل على 10 لومباساد تاع الجابون صارت اكسيدون في الجباحيه 3 زر دو روتار وصل على الحصص ما كان حتى واحد aucun numéro de contact il s'est présenté à l'ambassade on a les photos l'agent d'accueil استقبلوه مليح les japonais استقبلوه فريمون مليح قالوا عطينا الدوسي il n'avait pas de dossier la fédération قالت له جيب تتصور الباسبور تاعك قال له ها هو الدوسي كومبلي لازم تجيبه à ce jour on les a relancés وقلنا لهم باللي جينا malgré الطريق كانت vraiment dangereux de voyager la veille تاع العيد ما كانش à ce jour مليح نهضروا معاه avec des emails ما ريبوندوش رستم معليش. Hicham Aboud, on a entendu donc son père. La question qu'a posée Bachir Daraïs, c'est de dire cette incompétence, mais combien de jeunes aussi on a brisé en Algérie? Écoutez, Bachir Daraïs c'est mon ami, je salue entre-temps, et que comme je salue, je n'ai pas eu l'occasion, je salue Maître Issa Rahmoun. Et puis, c'est un honneur de le voir participer avec nous parce que il appartient à ce corps qui reste le seul corps à défendre encore les libertés en Algérie, parce que tout a été vendu. Alors, pour ce qui est de cette affaire, l'histoire du visa encore. D'abord, c'est un faux problème. Il peut voyager avec son passeport français. Tout le monde le fait. Ce n'est pas la première fois. Tout le monde le fait. Maintenant, pourquoi il n'a pas eu son visa? Et il a été averti 3 jours à l'avance. Le 24, il a été averti qu'il devait se rendre le 27 pour récupérer son visa. Tous les athlètes de l'équipe nationale de natation se sont rendus à l'ambassade et ont obtenu leur visa, sans aucun problème. Lui, il arrive en retard. D'accord. Pourquoi il n'a pas téléphoné à la fédération? Parce que le président de la fédération dit s'il avait appelé la fédération, on lui aurait dit ou bien s'était rendu à la fédération, on aurait pris attache avec le consulat japonais et on aurait réglé le problème. Lui, il a ignoré la fédération. Il s'est présenté tout seul. Donc, ils lui ont demandé un dossier. Parce que s'il passait par la FAN, on ne lui aurait pas demandé de dossier. Ça, c'est un faux problème. Mais on ne peut pas mélanger le tout ça. Vous parlez d'incompétence. Oui, en Algérie, il n'y a que des incompétents. En Algérie, il n'y a que des vendus, des corrompus qui sont à la tête de l'administration. Tout le monde est désigné, tout le monde est... Mais il ne faudrait pas aussi accuser les gens à tort comme ça, parce que cet athlète est dans l'erreur, complètement dans l'erreur, parce qu'il ne reconnaît pas l'existence de la fédération algérienne de natation, pour la simple raison que cette fédération lui a demandé des comptes sur les dépenses du budget qui lui a été octroyé. Ni plus ni moins. On ne vient pas nous raconter des histoires. Moi, je ne tombe pas dans ce piège. Je l'ai dit et je le redis. Je n'ai aucune relation. Je n'ai jamais entendu parler de Bougad ou je ne sais quoi, le président de la fédération de natation. Tout comme je ne connais pas cette athlète. Mais seulement, pour ce qui est du visa, je dis c'est un faux problème parce qu'il peut voyager. Il a déjà fait. Il a voyagé avec
le passeport français. Et pourquoi nier avoir un passeport français? Pourquoi a-t-il un passeport français d'abord? Et puis me dire non, parce qu'il va représenter l'Algérie. Moi, je vous dis, il a représenté l'Algérie avec un passeport français. Et les footballeurs, tous les footballeurs d'équipe nationale voyagent avec un passeport français. Ça m'a fait mal au cœur le jour où je les ai vus à l'aéroport de Genève. Mais c'est ça l'Algérie, parce qu'on a touché le fond. Aujourd'hui, on a touché. Vers cet athlète, s'il pouvait faire partie de l'équipe de France, il aurait fait partie de l'équipe de France. Il faut dire ce qu'il en est. On ne vient pas nous raconter des histoires à dormir debout. Si cet athlète pouvait être sélectionné en équipe de France, il n'aurait pas hésité, parce qu'il a plus de chances pour se faire. On ne sait pas, Hicham Aboud, on ne peut pas lire ces C'est connu. Tous les footballeurs, après un ou deux, tous les footballeurs qui sont en équipe nationale, s'ils avaient leur place en équipe de France, ils n'auraient pas mis les pieds en Algérie. On les voit tous, on connaît le problème. On va revenir sur la question. Une nationalité. Pourquoi ont-ils cette double nationalité? Pourquoi? Parce qu'on a un passeport algérien qui ne vaut rien du tout. Parce qu'avec le passeport algérien, on est bloqué là où on passe. C'est ça. Et il ne veut pas vivre notre situation à nous. Moi, je porte un seul passeport. Mes enfants portent un seul passeport. Mon épouse porte un seul passeport, malgré 25 ans d'existence en France. Malgré 25 ans de présence en France, on n'a jamais demandé un passeport français. Alors qu'on vient pas nous... Restez avec nous, Hicham Aboud. Restez avec nous. On va revenir à Maître Issa Rahmoud. Désolé, Maître, je pense que vous êtes toujours avec nous. Maître Issa Rahmoud, j'aimerais avoir votre réaction par rapport, bien sûr, à ce que vous avez entendu, par rapport à cette affaire du nageur Sayoud. Qu'est-ce que vous en pensez? On a touché le fond, comme m'a dit Hicham Aboud, alors qu'on est en train de nous bombarder, si on peut dire, marteler que l'Algérie a changé, qu'on est dans cette Algérie nouvelle, alors que rien n'a changé. C'est toujours les mêmes pratiques. Maître Issa Rahmoud. Un mot, je pense que c'est Hicham, il a développé une grille d'analyse assez objective d'une part, mais au demeurant, il s'agit d'un Algérien qui a la double nationalité ou plusieurs nationalités. Il est de son droit le plus absolu de voyager avec un passeport algérien. Il est de son droit le plus absolu d'avoir un passeport algérien. Vous voyez combien d'Algériens qui souffrent devant les ambassades en Europe ou au Canada ou aux États-Unis pour avoir un passeport. Combien de déclarations de beaucoup de citoyens qui ont dit que l'obtention du passeport est monnayée par les fonctionnaires de différentes ambassades algériennes. Ça, c'est des déclarations de citoyens. Maintenant, si le papa de l'athlète ou l'athlète lui-même en font une histoire de principe, ils sont dans l'ordre de demander le passeport. Maintenant, s'il y a une question de malversation et de mauvaise gestion des sommes attribuées à cet athlète, c'est un autre problème. J'ose pas dire que la justice doit faire son travail parce qu'il n'y a pas de justice, mais que l'opinion soit informée de cet épisode. Par contre, sur un deuxième volet, il ne faut pas qu'on oublie que le régime algérien, à l'occasion de la loi sur la presse et l'audiovisuel qui est passé tout récemment à l'Assemblée nationale sans aucune opposition, sans aucun débat, ils interdisent aux binationaux l'exercice du journalisme qui travaille en direction de l'Algérie, en direction des enquêtes que doivent mener cette corporation pour éclairer le citoyen et permettre aux citoyens son droit à l'information. Que les binationaux sont interdits d'avoir des fonds et de travailler dans des organes de presse où il y a
défend par des ONG, par des groupes internationaux. Voilà aussi un autre débat où les binationaux qui sont malmenés à l'occasion de leur visite pour rendre visite à leurs parents, pour visiter leur pays. C'est binationaux aussi qu'on administre des EUTN, des interdictions d'entrée sur le territoire national. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé à au mouvement de la diaspora du Hirak. Donc il y a deux poids, deux mesures. Contre le régime, et là c'est de la manipulation politique et c'est de la récupération pure et dure. Contre le régime veut utiliser les footballeurs algériens dans des occasions afin d'endormir la société algérienne avec cette nouvelle drogue qui est une drogue internationale, qui est le football. C'est l'un des opiums du peuple aujourd'hui, et ce au niveau international. Ils n'hésitent pas à en profiter, à utiliser ces binationaux. Quand il faut les critiquer et puis les mettre à l'écart, il leur rappelle qu'ils sont détenteurs d'un passeport français, etc. Donc il y a ce double standard, ce double langage, cette double manipulation du régime algérien. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Hicham Aboud, je vous laisse le mot de la fin très rapidement parce qu'on me dit on doit rendre l'antenne. Sur la défaite de Djahid Zefzef, comment peut-on la lire, Hicham Aboud? On parle d'un candidat libyen, on ne parle pas d'un candidat camerounais ou tunisien. Pourquoi cet échec et comment le lire très rapidement, Hicham Aboud? Alors, d'abord, c'est un échec qui s'inscrit dans le prolongement de l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie qui ne cesse de recueillir des revers, d'essuyer des revers à tout bout de champ. Maintenant, beaucoup de gens insistent sur la Libye. Pourquoi la Libye? Eh bien, moi, il faudrait savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a du respect pour la Libye, pour le peuple libyen, pour le représentant de la Libye, mais la Libye, sur le plan football, n'a absolument rien à voir avec l'Algérie. La Libye n'a jamais pas fait une Coupe du Monde, n'a jamais pas remporté une Coupe d'Afrique, ses clubs n'ont jamais remporté quoi que ce soit sur la scène internationale. La Libye n'a pas de championnat de football, c'est un pays en guerre. Et le candidat qui a battu Zvezef n'est même pas président de fédération. Voyez-vous, tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, Zvezef, a récolté le sentiment des Africains vis-à-vis de l'Algérie. Ils n'aiment pas l'Algérie. Et ils ont raison parce que l'Algérie est aujourd'hui gouvernée par une bande qui n'a aucun principe, qui ne connaît rien aux relations internationales et qui essaie de corrompre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de corrompre les Africains pour juste soutenir le Polisario. On ne cherche pas autre chose. Eh bien, 15 voix récoltées devant un adversaire qui en a 38, c'est le double plus 8 pour boire. Merci. Voilà. Merci, Hicham Aboud. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pour boire. Merci, Hicham Aboud. Merci à Maître Aïssa Rahmoun. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.